discuté des heures de scénario avec Chaland au téléphone. On trouvait que les formats de BD étaient trop courts. On pestait contre les 44 planches, ça nous agaçait. Donc on en parlait des heures. En revanche, de ceux dont tu me parles, si on était Linkler, moi je me considérais comme cousin Linkler. Je disais toujours ouais, Linkler vaguement parce que j'ai un trait qui est un peu. Qui avait fouetté, on appelle ça. Et Chaland pareil. Attends, ne nous perdons pas en cours de route. Je te parle. C'est là où je dois se battre. Je te parle de ta présence dans les héritiers d'Hergé. Est-ce que tu te considères comme un héritier d'Hergé? Il ne faut jamais écouter ce qu'écrivent les journalistes. Jamais. Et alors l'autre vocable popularisé. Ah oui, pour répondre, bien sûr que non, je ne suis pas vraiment un héritier d'Hergé. Ça fait partie de mon patrimoine. Bruno Le Signe te met dans la Mais liste. il n'a pas fait que des conneries, il en a dit aussi, il en a écrit. Ça va me nuire dans ma carrière, ça va me nuire. Alors il y a l'autre vocable qui commence à être popularisé à l'époque, c'est le style atome. Alors, par qui d'ailleurs, dis-moi? Style atome, c'est Joe Swart. Oui, c'est un vocable forgé par Joe Swart. C'est lui, c'est ça. Et puis chez Magic Strip, on en a fait un bouquin auquel tu participes d'ailleurs. Tu signes un des dessins de cet album. Alors pour être plus simple, pour moi je considère que la ligne claire c'est Tintin, c'est Hergé. C'est-à-dire le trait est toujours le même partout, il est très pur, très régulier. Donc les héritiers d'Hergé c'est Chaland. Chaland, il a eu, vers la fin de sa vie, commençait à être plus régulier, peut-être presque plus héritier d'Hergé, beaucoup encore plus structuré. Mais au début, c'est super nerveux dans le trait. Donc on peut englober ça dans, si on veut, un supranom, une sorte d'école belge, quoi. Mais moi, je suis un héritier de JG. Moi, j'ai pas cité JG, mais c'est quelqu'un de. Ouais, mais j'y allais là. J'y allais. Le style loustique de JG, c'est ce style. Justement, c'est un maître du pinceau. Voilà. Très japonisant, comme ça, il lâchait son truc. C'était un Ouais. peintre, il voulait être peintre, à la limite. Oui, d'ailleurs, dans les dessins qu'on voit là, on en reparlera. J'ai vu une peinture qui m'a beaucoup étonné. Mais le public ignore. Mais revenons sur JG, il y a l'influence dans les typos aussi. J'ai l'impression que les typos t'influencent un peu aussi. Oui, chez nous. Ouais. Ça, c'est un dragon américain aussi, avec les typos. Mais quand même, le style de l'école de Bruxelles, c'est-à-dire Hergé, Jacobs, parce que par exemple dans les planches qu'on va voir qui tournent, il y a une planche où tu fais un blague imaginaire, il y a un hommage à Jacobs. Bien sûr, oui. Ça fait partie de mon patrimoine. Ouais. Et moi j'étais Tintin. Moi j'étais Rolling Stone et Beatles, j'étais Tintin et Spirou, qu'est-ce qu'il y a d'autre Est-ce qu'on peut dire que tu es une espèce de synthèse entre cette école belge et puis voilà, Swood, il est très très bon. On peut dire que tu es une espèce de synthèse entre cette école américaine, cette école belge. Et puis, la définition du style atome par Joe Swart, et c'est dans l'album 30-40, et qui te correspond à mon avis complètement. Il dit que le style atome, ce sont des graphistes qui sont joueurs avec le design. Oui, ça c'est tout à fait ton oui, voilà, je suis plus comme ça, le design, tout ça. Mais tu n'es pas dans la démonstration documentaire d'un Yves Chaland, qui lui, comme chez Franquin d'ailleurs, sont des gens qui ont le goût du design, qui d'ailleurs habitent dans du design, puisqu'on peut voir une expo à la Cédrie où on voit le fauteuil, le canapé de la famille Chaland. Toi, tu as également cet appel esthétique. Oui. Oui, les stores, les années 50, oui, ça a touché toujours plus. Mais moi, ça va des années 20, c'est-à-dire Bauhaus, quand ça devient stylisé. Quand ça laisse l'art nouveau de côté, quand ça commence à être très stylisé. Au fond. Oui, bien sûr. Parce que une de tes influences qu'il ne faut pas oublier, c'est Vermeulen. Moi, mais il y a Joe Swart qui a inventé, avec Tante Lénie, il a inventé la ligne claire, en fait. Oui, j'ai oublié de citer Joe Swart, bien sûr, dans Les héritiers d'Hergé, c'est lui le vrai maître. C'est lui qui crée le terme de ligne claire. D'une part, il le crée, mais d'autre part, il l'incarne. Ouais. Parce que Hergé, c'est Hergé. Et Jacobs, ils étaient là de tout temps. C'est Joe Swart qui théorise, je sais pas si j'ai bien dit, et qui terrorise aussi. Non. C'est des Hollandais, ils sont
Ils sont Ouais, carrés, c'est ils sont David, bons d'architecture, ouais. ils sont super bons d'architecture. Oui, ça se voit chez Mondrian. Donc, comment dire, c'est lui qui crée le truc. C'est lui qui crée la Linkler. Il faut lui attribuer la Linkler, c'est Joe Swart. Oui, mais en même temps, aussi bien Chaland que toi. On est influencé par lui, parce qu'il a 10 ans de plus. Influencé, mais vous allez. Il a 10 ans de plus que nous. Hein. Surtout toi, tu vas pas rester dans les codes de la Linkler, c'est-à-dire que la ligne tracée, la ligne d'architecture tracée. J'ai jamais été là, moi. Je sais pas ce que t'en penses. J'ai jamais eu de ligne, même au Rotring, c'était tu sais, les croisillons, ça date de Rembrandt, hein, quand il faisait des eaux fortes. Moi, chez moi, j'ai un dessin de Rembrandt, enfin une eau forte de Rembrandt. Et quand tu sais que je suis en train de faire une phrase là, et je suis en train de parler de Rembrandt. Donc Rembrandt est accolé avec Moebius à côté, et c'est la même technique de trait à 400 ans d'écart. Mais quand tu fais des trucs comme ça, les lignes droites, elles sont au pinceau. Oui. T'arrives à faire des lignes. C'est Chaland qui m'avait appris à soulever. C'est Chaland qui m'avait dit tu soulèves ta règle. Et je lui dis mais quand tu fais des grandes lignes droites comme ça, si belles. Et il m'a dit tu soulèves ta règle, connard. Non, je l'ai pas dit connard. Tu soulèves ta règle. Tu n'aurais jamais osé. Non, il n'était pas comme ça. Il te toisait l'eau, il disait mon pauvre ami, laisse-moi faire. Et donc il m'a montré ça, j'ai dit ah oui, d'accord, attends. Donc il faut un petit peu de temps pour trouver le truc, mais voilà. Et donc il y a un moment quand même où Métal Hurlant s'arrête, c'est en 87. Après les Humanos sont vendus, c'est bien compliqué. À la pieuvre verte, c'était à Chine. Tu changes l'éditeur, tu fais Michel, un Pauline chez Albin Michel en fait. Ouais. Et ils n'acceptent pas les histoires de Moscou, ils n'acceptent pas ça d'un seul coup, la politique change et ils veulent les histoires courtes dans l'air du temps. Donc mon histoire longue avec Philippe Perfect, je peux me l'accrocher dans le... Bon bref. C'est un moment où l'édition... Et Landon, qui était le scénariste, pardon, ça m'arrive pratiquement jamais de te couper. Non. Et moi non plus d'ailleurs. À peine. Et Landon, qui était mon scénariste, on avait signé un contrat, me fait faux bon parce qu'il va travailler au Nouvel Ops. Et donc je me retrouve sans scénariste. Donc avec un contrat qui n'était pas... mon co-scénariste avait signé, il partait, mon contrat n'était plus valable. Bon, ouais. Et donc... comment tu fais là, t'as une rupture de carrière un peu? Ah bah là, grâce à Dezin, chez Albin Michel, je plaisante. Si demain il m'arrive un truc, je fais là, c'est quand même... Il y a une dizaine d'années où on a du mal à te voir dans les radars. Moi-même, il n'était pas très... je sais quoi, j'ai un moment de dépression aussi pour Non, à l'époque, non, je fais de l'illustration. Là, pour le coup, je fais vraiment de l'illustration, je fais des dessins, je dis bon, il va falloir faire des dessins isolés, des trucs comme ça. Je travaille pour le Herald Tribune, qui à la même époque, c'était 89, 88, 89, me demande des dessins aussi. Donc je suis souvent à Drouot, et donc je suis influencé par Boffa, je change de style, je fais les grosses têtes, je suis influencé par Georges Gross, on voit les très très grosses têtes. Donc ça c'est... Expressionnisme allemand. Expressionnisme allemand des années 20. Donc je fais mon apprentissage dans l'art moderne. C'est-à-dire je suis toujours fourré à Drouot, je regarde les tableaux, mais comme il y a de mauvais trucs, des mauvais tableaux, les vrais beaux tableaux prennent tout leur sens. Parce que quand tu vois que des beaux tableaux, tu te dis so what. Et en fait, quand tu vois les mauvais tableaux, tu te dis ah ouais d'accord, respect pour ceux qui font des beaux tableaux. Et en plus, avant, je me disais, les peintres, c'est comme curieux, il faut une seule case par tableau, une seule case, c'est vraiment des grosses feignasses. Je me disais, j'arrivais pas à comprendre. Donc j'ai mis du temps, voilà. Donc cette période-là, c'est pas que j'étais des esclaves, c'est que j'étais en train de faire de l'apprentissage. Non, puis il y a la disparition de Chaland, c'est un peu la fin de l'époque. C'est juste après, non, c'est après. Ouais. C'est après parce qu'on allait à Drouot, lui aussi il allait. Ouais. Et il disparaît en 90. Ouais. Donc je me souviens qu'il était sous. C'est pas un peu la fin d'une époque? Oui, bien sûr, oui. Qui a mis un peu de temps à finir, quoi. Ouais. Avec Chaland qui partait, c'était finito. Donc j'ai mis un peu de temps à digérer tout ça. Ouais. C'est le moment d'intense émotion. Mais pas prévu. Ouais, c'est le moment où il faut te regarder d'un air en disant. Mais bon, t'es au fond du trou, t'es déprimé. Non, pas tout de suite. Non, je mets un peu de temps à. Je fais des enfants. Ah oui, je fais des enfants. J'étais occupé à faire des enfants. Ah ouais. Oh, j'ai depuis 92. Et puis après j'ai des jumelles, donc je me retrouve avec 3 enfants, c'est un enfer.
Ah non, c'est bien. Mais j'arrête de fumer en même temps. Alors je vous déconseille d'arrêter de fumer sans être fumé par un toupie, parce que alors là, c'est au secours, quoi. Donc des jumelles qui arrêtent plus arrêter de fumer, et puis la mort de Chaland, tout ça, quoi. Donc la fin d'une époque. Donc je c'est la fin d'une innocence aussi, non oui, bien sûr, oui. C'est vraiment l'âge adulte, quoi. On rentre dans l'âge adulte, la responsabilité des enfants, tout ça, s'occuper de tout ça, on se dit, oula, je commence à me dire, c'est pas... Donc voilà, je commence à faire des trucs un peu... C'est beau là, on dirait du Matisse. Mais c'est... Ça, c'est ma période Drouot, voilà, je faisais des trucs... Bon, j'essayais de différents trucs... ça c'était illustrateur, je faisais des illustrations genre 95, tout ça. Mais c'est une période de recherche, hein, j'ai pas arrêté de bosser, mais il n'y avait plus de journaux, voilà, c'est ça le problème. Ce qu'il y a de bien avec les journaux, c'est qu'on est visible. Dès qu'il n'y a plus de journaux, on te voit plus, on croit que tu fais rien, ce qui est pas vrai. J'ai des kilos de tonnes de... Ça c'est une partie immergée, je dois avoir au moins 300 dessins de cette période. Et de temps en temps, il y a un comeback avec Fromental. Bah après, je vais la faire courte parce que. Non, mais on va achever, mais je voudrais juste parce que il y a un moment où tu fais un vrai comeback, c'est le journal. 2008, mais je mets 4 ans pour faire. Voilà. Ouais, mais avant, tu mets 4 ans pour faire 250 pages. 250 pages, je fais le scénario compris. Hein, ouais. Moi, je fais 50 pages par an. Je suis pas comme certains dessinateurs qui font 10 albums par an. Quoi. Je suis de la vieille école qui fait un album par an. Quoi. Alors. Je fais un Spirou aussi. Ouais, c'est ça. Donc on va. Mais avant, oui, voilà, en 2002, j'ai fait un Spirou, enfin des essais. Avant qu'il y ait des one-shots, c'était pour me faire plaisir. Moi, il y a un collectionneur qui m'a demandé un dessin pour sa collection. Donc moi, ça me plaît, les relectures. Avec Chaland, on se faisait des relectures. Je lui demandais, tiens, refais-moi ça. Et moi, je te fais ça. Enfin, lui, ça veut dire quoi, une relecture ? Bah, si tu reprends, c'est comme une réinterprétation, comme un morceau, un musicien réinterprète un truc. Moi, je pouvais réinterpréter un Will Eisner ou un truc comme ça. Donc, c'était donner sa patte avec son pinceau. C'est un pastiche, en fait. Ah, pas du tout un pastiche. Mm-hmm. Ça, non, les pastiches, c'est ton gros nez et poète, ça, c'est pas le genre d'amusant, quoi. Non. Une relecture avec respectueux de la chose, mais si on relisait quelque chose, il fallait que ça. Quelque chose, quoi. C'était pas des pastiches poète, vraiment. Et donc, quand j'ai laissé Chaland, je lui demandais, tiens, fais-moi ça, fais-moi un Valardy. J'ai chez moi un Valardy par Chaland. Je t'ai des défis. Non, c'est moi qui le faisais chier. Parce que j'aimais bien ce truc-là, lui, il disait, ouais, bon, ok, d'accord. Et donc, moi, je lui ai fait des faux Tintins. Enfin, des vrais faux, quoi, des réinterprétations très respectueuses. Aucun procès avec Moulinsart ? Bah, c'était entre nous, hein, puis c'était les années 80, en fait. Et donc, je sais même plus pourquoi je me suis embarqué dans cette phrase, je sais même plus pourquoi. Mais c'était pour expliquer les Spirou, en fait. Ah voilà, j'ai toujours aimé ça, voilà. Parce que finalement, ça va être récompensé Alors, c'était vraiment une bonne action. On va aboutir à Absolument. Et c'était une bonne action parce que c'était fait indépendamment du one-shot, ça n'existait pas en 2002. Donc, pour un collectionneur, je fais un dessin, et puis je me prends au jeu, j'en fais 10 ou 15, et puis le mec dit ah ouais, mais je préférais encore un autre dessin. Donc, le 16e, il le prend. Et puis moi je continue sur ma lancée, et puis on devait l'éditer par un petit éditeur, ça tombe à l'eau parce que Dupuis dit hors de question. Et puis 4 ans plus tard, c'est José Luboquet des éditions Dupuis, Eric Vérouz de Champaca qui reprend le bébé en main. Et puis je fais donc cet album. Mais on croit que je l'ai fait sur commande, alors pas du tout. C'était vraiment une initiative, et avant les one-shots. Et d'ailleurs, avec Champaca, tu vas voir, il va faire un recueil de dessins rock. Pardon tu fais un album avec Champaca. Oui. C'est à peu près à la même époque. Oui. Avec le Desperado, tu veux dire ? Oui, c'est ça, ouais. Oui, c'était des vieux dessins, on a fait un recueil de dessins. Oui, le format était très très intéressant, c'était un format 33 tours, et c'était des dessins en grand alors qu'ils étaient parus en tout petit avant. Alors, donc on a parlé de Spirou, on est un peu à la fin du voyage. Tout au bout de la nuit. Qu'est-ce qu'il fait, Serge Clair, aujourd'hui ? T'es sur quoi ? Quels sont tes projets ? J'ai un projet qui s'appelle Le Grand Plus Rien, que j'aime bien le titre. Très bon titre. Ouais, c'est vachement gay. C'est gay et convivial, Le Grand Plus Rien. Ouais. Une histoire gay et conviviale. C'est avec Superfect et Saint-Bronx. Bon, je ne sais pas si ça se fera un jour.
Mais en tout cas, pour l'instant, je suis occupé aux intégrales chez Dupuis, c'est-à-dire il y a toute l'intégrale Il y a Fit Perfect en ce moment. Qui est sortie, ça fait un an. Donc on voit la couverture dans le défilement. Et là, en ce moment, je bosse sur l'intégrale rock. Donc on voit des dessins à la médiathèque. Donc tous les dessins rock, toutes les BD rock. Ça va paraître l'année prochaine. Et toute la chez Dupuis aussi. L'intégrale Dupuis, 3 volumes en tout. Donc après, une fois que ça sera fait, j'essaie de faire des trucs d'humour à la con. Et tu n'as jamais tâté à d'autres domaines comme le dessin animé par exemple? On n'est jamais venu chercher. Mais j'ai le dessin animé. En revanche, si on utilise un personnage, je sais que Saint-Bronx, ça t'aurait vachement intéressé. Moi je pense que c'est un très bon personnage. Pour un dessin animé, t'as absolument raison. Moi je suis entièrement d'accord. Si c'est bien fait, ça peut être bien fait. Mais ça, c'est des gens qui peuvent le faire. Moi, c'est pas mon boulot. Ils ont le personnage, bon, l'esprit, je peux le donner, je dis ce que je veux, mais après, ils se débrouillent, quoi. Moi, le dessin animé, c'est un autre domaine, complètement différent. C'est comme la presse, c'est un autre domaine, les dessinateurs de presse, c'est vraiment très différent. Et les gens ont tendance à amalgamer tout ça. Non, c'est vraiment des domaines très séparés. Alors, on va terminer l'entretien. Je voudrais que tu termines sur un exercice un peu... ouais, par exemple. Mais je voudrais bien que tu nous expliques en quoi, selon toi, Chaland est un apport essentiel à la BD de notre temps. Oula. Il a réinterprété comme Josphart, et comme comme Chrome est arrivé, quand tu parlais de la BD sexuelle, tu avais raison, 68 il y a une césure, effectivement. 66. 60. Unis un peu plus tôt. Disons que les Zap Comics, ouais, c'est dans ces eaux-là. Et en France, effectivement, c'est 68. Donc tu vois, la libération sexuelle, 66, 67, 68. Donc le comics devient très sexuel et devient adulte. Je ne sais même plus encore pourquoi je me suis embarqué. Donc bref, ils inventent ça. Et Chaland réinterprète, après Josphart, la ligne, ce qui était très sage avant, c'est-à-dire Hergé, qui était très sage, Jacobs, qui était avec des kilolitres de textes en voix off, tu vois, des kilotonnes de trucs. Et donc il avait appris tout ça, et il redigérait, et il voyait bien ce qu'il pouvait en faire, il voyait bien avec beaucoup d'ironie, il pouvait le pervertir, il voyait bien ce qui était... il copiait pas servilement, il ne copiait pas servilement, mais il dynamitait, comme Josphart le faisait. Alors lui encore, c'était encore pire. Tu sais, c'est l'époque de Tante Lénie, donc époque 68, où, comme Chrome aux États-Unis, il dynamitait tout ça, quoi. Il mettait du sexe dans Hergé. Il y a d'autres gens après qui ont été beaucoup plus respectueux du style, mais le départ, c'est vraiment un dynamitage. Merci Serge Clair.